Voilà pour ce film poignant et glaçant qui montre bien comment le piège se referme jour après jour sur la victime. Perte de confiance en soi, isolement, dépendance, dépression. L'emprise psychologique est une violence insidieuse et invisible et donc difficile à repérer et à combattre. Alors quels sont les signaux qui doivent alerter lorsqu'une relation toxique et dangereuse s'installe dans le couple? Il est possible en tout cas de reprendre sa liberté et de se reconstruire. Nos invités sont là pour en témoigner. Maria Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez vécu sous l'emprise d'un homme pendant 20 ans. Vous n'avez pas subi de coups physiques, mais vous avez vécu un enfer psychologique. Et vous nous direz que c'est tout aussi destructeur. Anne-Clotilde Ziegler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute. Vous avez beaucoup travaillé sur cette mécanique de l'emprise. Vous avez des mots très forts pour la qualifier. Vous dites d'un côté, il y a le prédateur, de l'autre, il y a la proie. Ces relations d'emprise psychologique sont souvent malheureusement les prémices de violences physiques. Mathieu Palin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Pendant 4 ans, vous avez enquêté sur ces hommes violents qui sont issus de toutes les classes sociales. Accompagner les victimes, c'est la mission de la Maison des Femmes que vous dirigez, Violette Perrotte. Bonsoir. C'est un réseau de 31 établissements en France. Il y en a vraiment partout. Ça se développe. Et vous nous direz comment vous aidez ces femmes à se reconstruire. Éric Baruch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Votre témoignage est précieux pour comprendre comment le père que vous êtes a pu aider sa fille à se sortir de cet enfer psychologique. Et cette fille, c'est vous, Sarah Baruch. Bonsoir. Vous allez nous raconter comment, pendant 10 longues années, vous avez été prisonnière, dites-vous, dans une cage invisible. Ce sont vos mots. Et tout commence par une idylle, on va dire une belle histoire au départ. Vous avez 29 ans, vous rencontrez le prince charmant, c'est ce que vous pensez? C'était un peu l'homme de mes rêves, autour de moi, toutes mes amies s'étaient mariées, commençaient à avoir des enfants, et que finalement, quand je vois cet homme grand, beau, intelligent, qui me fait rire, je me dis que ça m'arrive à moi aussi finalement. Que moi aussi, je vais avoir droit à ma grande et belle histoire. C'est quelqu'un de très abîmé, qui a peur de s'engager et qui me fait comprendre que je suis exceptionnelle parce qu'il accepte que je rentre dans sa vie. Et ça, il l'a accepté finalement de personne d'autre. Et donc, c'est comme ça que s'installe un côté où je lui suis redevable de bien vouloir m'accorder ce statut. Et ça me donne de la valeur, moi qui ai profondément l'impression de ne pas en avoir. Que je ne mérite pas qu'on m'accorde de l'attention, que je ne mérite pas tout simplement d'être aimée. Et donc, quand il me fait cette place, j'ai l'impression que je suis enfin reconnue par quelqu'un. Et c'est avec ça que finalement tout va se jouer pour moi. Cette impression que je suis unique et que je lui dois bien de m'avoir reconnu ça. Et vous, vous êtes la 8e merveille du monde, Maria. Oui. Ah oui, d'après lui, ce qui m'explique sur moi, je suis la 8e merveille du monde. Parce que le regard qu'il porte sur moi, comme il me décrit, je n'en reviens pas. On dirait qu'il ne parle pas de moi, de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il dit quoi de vous? Parce que je suis la plus intelligente, la plus de tout, quoi. N'importe quoi que je fais, m'habiller ou cuisiner ou une idée, c'est plus. Et donc, je tombe aussi dans ce panneau parce que je suis à ce moment-là dans un fonctionnement d'être aimé pour résister. Et j'aurais fait n'importe quoi pour être aimé. Et donc, je fonctionne comme ça. Et du coup, le reflet qui me renvoie de moi, ça me fait me sentir très importante, unique sur cette terre. J'avais l'impression, dans les sorties, que je sortais avec quelqu'un de super important. Donc, j'étais aussi super important. J'étais choisie parmi tous les autres. Et j'avais l'impression qu'il y avait un tapis rouge qui se déroulait quand on marchait dans les rues. Il y avait les pétales et tout, quoi. Voilà, et on se sent très important. Il nous met dans un piédestal. Et du coup, on se sent très bien là. On se sent porté. On se dit, ça y est, c'est le bon. C'est le bon. Surtout que, moi, j'étais très méfiante, mais
Ben, ça n'arrêtait pas, les petits détails. Tout le temps, vraiment, il était prince. Il ouvrait la porte de la voiture, il allait chercher le parapluie s'il pleuvait. Il y avait plein de détails comme ça que j'avais jamais vécu. Et je me disais, c'est incroyable, ça existe encore, ça, des hommes comme ça, voilà. Et donc, ça a duré très longtemps parce que moi, je freinais des cas de fer. Et en fait, ça a duré le temps que moi, j'ai abdiqué et que j'ai dit, OK, ben, on peut aller vivre ensemble, par exemple. Voilà, Anne-Clotilde Ziegler, évidemment, tous les coups de foudre ne dégénèrent pas en violence psychologique ou physique, mais c'est vrai que le point commun de cette emprise, ça commence toujours par un déferlement, on va dire, excessif d'amour. Oui, alors oui, absolument. Déjà, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc forcément, il faut mettre du sirop avec tout ça. En fait, il y a deux choses dans ce que vous dites l'une et l'autre. Il y a d'une part le love bombing, comme on dit, c'est-à-dire effectivement le déferlement d'amour excessif, qui, c'est bien triste de le dire, doit toujours nous, quand c'est un tout petit peu too much, il faut quand même mettre un peu d'attention à ce qui se passe, même si quand on tombe amoureux, l'autre est forcément la 7e merveille du monde. Et puis l'effet caméléon qui amène le prédateur, qui est déjà à l'œuvre, à singer ce que la proie attend. Et donc, avec une femme qui adore le foot, ça existe, on aura un aficionado formidable. Avec une intello, on aura un intello. Avec une femme qui adore l'art, on va écumer les musées, quitte à se rendre compte beaucoup plus tard qu'en fait ça l'ennuie et qu'il a autant de culture artistique que moi en plomberie. Donc, il y a le love bombing, il y a l'effet caméléon, et puis il y a aussi l'effet moi aussi, qui sert à créer du lien. T'aimes le chocolat, moi aussi, c'est dingue. Ouais, style on est en osmose. Ouais, style on était fait pour se rencontrer. Exactement, voilà. Et ça vient évidemment chercher, c'est ce que vous dites, ça vient aussi chercher c'est ça, la faille. Soyons très clairs, une faille narcissique, on en a tous et toutes une. Je veux dire, si je voulais passer pour un gourou à la première séance avec une patiente, je dirais vous avez des difficultés, confiance en vous. Non, ça marcherait à chaque fois. Donc forcément, quand on vient nous chercher là, qu'on nous valorise et qu'on nous laisse entendre qu'on va avoir un soutien inconditionnel et un fan club, ce qui, je le rappelle, est quand même la fonction du couple, on plonge avec délice. Voilà. Maria Martin, la lune de miel, comment elle va vriller, basculer vers l'emprise? À partir du moment que j'ai décidé d'aller vivre ensemble, c'est un conte à l'envers. Dans les contes des enfants, il y a une princesse qui trouve un crapaud, qui embrasse, qui devient un prince. Moi, j'avais un prince, et à partir du moment que j'ai commencé à l'embrasser, il est devenu crapaud. C'est-à-dire, c'est à partir du moment que je m'installe ensemble que les petites remarques vont commencer. Il va attaquer à ma façon de faire, à mes amis, à mon entourage. Il va faire des toutes petites critiques, mais qui sont anodines, mais ça va être après continuellement. Par exemple, il va me dire, avec un minimum d'intelligence, tu comprendrais. Alors, j'étais la femme la plus intelligente du monde, et d'un coup, je n'ai même pas le minimum syndical. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, ce que je veux, c'est revenir à ce que j'ai vécu au début. Mais ça ne reviendra jamais. Ça reviendra, si, par moment, la lune de miel, voilà. Mais c'est des toutes petites choses comme ça. Par exemple, une soirée, quelqu'un a dit qu'il s'était acheté une voiture automatique. Et j'ai dit, ça doit être génial, ça, de ne pas passer les vitesses en ville, première. Et lui, il m'a dit à l'oreille, c'est pour les feignants. Devinez, qu'est-ce que j'ai comme voiture aujourd'hui? Une automatique. Donc c'était des petites choses. C'est des toutes petites choses, des toutes petites gouttes comme ça, mais qui vous font douter de ce que vous avez vraiment. Est-ce qu'il a dit vrai ou est-ce que. Parce qu'il peut dire quelque chose et son visage, il dit autre chose. Ça aussi, c'est très déconcertant. Parce que je descendais pour sortir, il me regardait et puis je disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 non. Ben si, j'ai bien vu à ton visage, à ton regard qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je me demande, tu n'auras pas froid avec ta robe? Et comme moi, je veux revenir à la période de début, de lune de miel, je vais me plier en 4. Et je Donc vais vous allez vous changer? Oui, je vais me changer. Et des fois, je n'ai même pas le temps de me changer. Quand je sors de la salle de bain pour m'habiller, j'ai les habits sur le lit. Il m'a habillée. Et là, je prends ça comme... Oh là là, et même dans cette robe, et même dans ces jupes, dans ce pantalon. Non, donc c'est de la bienveillance que vous voyez. Vous voyez pas la destruction. Je vois une bienveillance. Je vois quelqu'un, il m'aime dans cet ensemble-là.
Voilà, et je prends comme ça. Moi, je le vis comme ça au début. Mais non, il est déjà en train de contrôler ce que je mets, ce que je ne mets pas. Vous, Sarah, c'est aussi, il vous fait culpabiliser, c'est toujours de votre faute. Tout est de ma faute. Et puis, au fur et à mesure, il y a aussi l'épuisement. C'est-à-dire que nous, la moindre dispute, ça pouvait durer 2 à 3 jours, où, en gros, je dormais quasiment pas. Ça, je me suis reconnue dans le film, du coup, où je devais quand même aller au travail. Lui, il travaillait pas, mais moi, je travaillais. Et où fallait que je fasse comme si de rien. Sauf que quand on a une dispute qui nous épuise, où on peut pas manger, aller aux toilettes sans demander la permission, dormir, qu'on va au travail le lendemain, que moi, j'avais 3 heures de métro par jour, et que ça arrive tous les mois, voire plusieurs fois par mois, au bout de quelques temps, on est épuisé. Et du coup, je devais rendre des comptes sur des choses. Je me souviens que, par exemple, il avait pris des notes sur mes réseaux sociaux, mais sur des années avant qu'on soit ensemble. Et il me détaillait des commentaires qui dataient de 2007, alors qu'on était en 2010 ou 2011. Dans quel but ? C'est qui cette personne ? Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce garçon ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais dit ? Je ne sais même pas de qui tu me parles. En fait, parfois, c'était des gens que je ne connaissais pas. Ah oui, il te dit que tu es très belle sur cette photo et tu ne sais pas de qui il s'agit. Et donc, je devais me justifier sur des personnes, déjà parfois que j'avais oubliées, et pour des commentaires qui dataient de 3 ans avant qu'on soit ensemble. Éric Baruch, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez vu du changement de votre fille ? Est-ce que vous l'avez vu changer physiquement ? Alors, physiquement, oui, mais c'était très long. Il faut bien comprendre que nous, on était contents. Sarah avait 30 ans. Elle sortait de relations amoureuses plus ou moins chaotiques. Bon, comme ça arrive souvent, c'est le cas. Et là, elle tombe sur un garçon très prévenant, très gentil, amoureuse, comme un amour de jeunesse, de théâtre. On s'est dit, bon, c'est pas mal. On va laisser faire, hein, on va attendre. Et on ne s'est pas rendu compte tout de suite. Par la suite, on sait que ça a été extrêmement violent, mais pour nous, si vous voulez, non, on était assez contents. On a entendu une seule chose, c'est de le connaître. Avant de poser des questions, vous savez, que les questions que les parents posent, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que font ses parents. Mais on sentait très bien qu'on ne pouvait pas rentrer. Sarah a mis très tôt une barrière entre nous et sa relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, on attendait. On a tellement attendu que ça a pris des années, en fait, si vous voulez. On a fini par savoir qui il était, comment il s'appelait. Mais on ne se doutait absolument pas du traumatisme que vivait Sarah. Par contre, physiquement, elle avait changé, oui, bien sûr, parce que elle était plutôt coquette, comme on peut la voir aujourd'hui, sympa, n'est-ce pas ? Et d'un seul coup, elle a commencé à disparaître sous ses vêtements. En fait, on ne la voyait plus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un jour, il lui a offert, c'est ça, la chose qui était la plus choquante pour moi, c'était un jogging long qui descendait du cou jusqu'à la cheville. Je dis, mais Sarah, il n'y avait pas d'autre taille, il a acheté ton vêtement en solde. Non, il m'a dit que c'était super. J'ai dit, bon, d'accord. Connaissant ma fille, je trouvais ça surprenant. Elle mettait que des baskets, que des joggings, enfin des choses, tous les habits qui cachaient ses formes, en fait. Donc elle perdait sa féminité. Complètement, mais ça, je vous le dis après, mais sur le coup, si vous voulez, la vie continue. On avait d'autres enfants, donc on acceptait, si vous voulez, l'amour qu'elle avait pour ce garçon, mais sans jamais se douter une seconde que c'était violent à la maison. Anne-Clotilde Ziegler, là, cette phase-là, c'est ce que vous appelez le ferrage. Le ferrage, c'est le moment qui a été décrit par Maria et aussi par Sarah, le moment où la proie ne peut plus reculer sans y laisser des plumes. À partir de ce moment-là, c'est ce que vous dites, j'adore cette image, le prince se transforme en crapaud. Et puis après commence la lente destruction que vous décrivez très bien, les petites piques comme ça qui ont l'air insidieuses, et le gaslighting. C'est l'effort pour rendre l'autre fou. C'est tout ce que fait le prédateur pour laisser imaginer à sa proie qu'elle a des problèmes de santé mentale. Il a déstabilisé totalement. Violette Perrotte, vous avez la métaphore de la grenouille pour expliquer comment s'installe cette emprise de façon très sournoise. Oui, on l'utilise pas mal quand on va parler des violences conjugales notamment. L'idée de se dire, quand on entend les récits avec du recul et dans une période où on parle plus des violences et des violences conjugales, comme vous disiez, monsieur, c'est plus facile avec du recul de se dire, évidemment, tout ça ont été des briques de construction pour mener à de l'emprise qui ensuite mène à des violences physiques. Mais en réalité, c'est un processus qui est très insidieux. Et la métaphore de la grenouille, c'est de dire, si on trempe une grenouille vivante dans une casserole d'eau bouillante, elle s'échappe, normal. On arrive à un premier rendez-vous, le mec nous dit, c'est horrible ta tenue et te fout une gifle, tu te barres. Voilà, c'est assez évident. Mais si tu plonges une grenouille dans de l'eau froide et que tu fais monter la température petit à petit,
c'est comme ça qu'on arrive à la tuer et c'est ce qui arrive à toutes les femmes qui meurent de féminicide. Ça ne sont pas des folles, ça ne sont pas des femmes qui ne s'y attendaient pas, etc. C'est un mécanisme très très long qui s'est mis en place et qui explique qu'ensuite c'est impossible à échapper. Ce qui me marque dans vos récits et ce à quoi ça me fait penser, notamment dans le cadre de la prise en charge qu'on propose à la Maison des Femmes, c'est à quel point chaque femme pense que son histoire est unique et que l'homme, dans ses failles, est unique aussi et que ça n'est pas un prédateur. C'est ce que beaucoup de patientes vont dire et on le voit notamment dans les groupes de parole qui sont peut-être les moments où on peut confronter son récit à celui d'autres femmes, mais d'excuser toujours l'agresseur et de dire bah oui mais il n'était pas comme ça avant et surtout c'est parce qu'il a perdu son job, il buvait, il était triste, il avait des maladies mentales, etc. Et donc d'avoir l'impression que notre situation est unique, le mécanisme d'emprise est unique et qu'on s'est retrouvé dans cette situation parce que c'est nous, parce qu'on est au mauvais endroit au mauvais moment. Alors que ce sont des mécanismes de prédateurs, comme vous l'avez dit, qui sont extrêmement bien mis en place et qui expliquent que tant de femmes se retrouvent dans cette même situation. Ouais. De prédateurs et de domination, finalement, Mathieu Balin. On est dans un rapport de domination, dominé, dominant. Bah oui, parce que le couple, c'est un terrain qui génère du conflit. Mais il y a deux choses différentes entre le conflit et la domination. Et c'est pas du tout la même chose. On sait qu'on se met en couple, on emménage dans le même lieu, on est confronté aussi aux habitudes de l'autre, à ses obsessions. Ça peut générer du conflit. Mais la domination, c'est la volonté de contrôler l'autre et d'être au-dessus. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup des hommes violents qui avaient été condamnés pour violence et qui ne se considéraient pas du tout comme violents. Le pater familias, c'est l'homme, un chef de famille qui règne au-dessus de cette famille et qui règne notamment au-dessus de ceux qu'il considère comme étant plus faibles que lui, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Et très souvent, il m'expliquait à quel point ils n'étaient pas violents. Mais par contre, ça, c'était insupportable quand elle faisait ça et quand elle faisait ci. Et donc, la volonté de contrôle, elle va aussi avec cette obsession pour l'ordre. Les femmes et les enfants viennent mettre du désordre là où eux, ils aimeraient de l'ordre. Et l'ordre, c'est aussi beaucoup le contrôle. Donc, il y a je sais que moi, j'en ai rencontré beaucoup des hommes. Bien entendu, aucun se définit comme prédateur. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi, chez un certain nombre d'entre eux, quelque chose qui ne relève pas forcément du pervers narcissique tout à fait conscient de sa violence et qui jouit de la perpétuer, mais quelque chose aussi qui relève aussi beaucoup de l'inconscient, dans la pratique du couple et dans la relation à l'autre, une volonté qui n'est pas toujours pensée de vouloir contrôler l'autre, même si pourtant le contrôle est au permanent. Alors que vous les appelez des prédateurs. Je les appelle prédateurs parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de les nommer. La psychanalyse dit pervers narcissique. Les personnes qui exercent des thérapies comportementales et cognitives disent manipulateurs. Les diagnosticiens plus contemporains disent triade noire, narcissisme pathologique, psychopathie, machiavélisme. Bon, le grand public s'y perd. Et mon idée, c'était de trouver une dénomination qui puisse arrêter de nous perdre dans les labyrinthes. Donc vous dites prédateur. Moi, je dis prédateur parce que dans prédateur, on entend prédation. Et que vraiment, c'est ça. Là, c'est vraiment une dynamique de chasseur. Il y a la peau, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau. Et puis, à un moment donné, la proie est ferrée, encagée. Et là, la destruction commence. Et la destruction, elle commence par le contrôle de l'autre et on va dire la dilution finalement de l'autre. Quelle forme ça prenait chez vous, Sarah, ce contrôle permanent ? C'était de devoir absolument répondre quoi qu'il arrive au téléphone, par exemple, que je sois chez le médecin, dans une réunion de travail très importante. Comme Blanche qu'on voit dans la salle des profs, être harcelée littéralement au téléphone. Alors, si le peu de fois où j'ai vu des amis, c'est monté jusqu'à 60 SMS en 1 heure. Mais ils vous demandaient quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? De quoi vous parlez ? Vous parlez pas de moi ? Tu te souviens que tu dois pas parler de moi ? À quelle heure tu rentres ? Etc., etc. Et puis en boucle, en fait. Ce qui est entêtant, c'est ces mêmes questions en boucle. Moi, quand je dis que les disputes pouvaient durer 2, 3 jours, c'était... Mais pas en permanence. Ah si. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça pouvait durer du matin jusqu'à 5 heures du matin. C'est-à-dire que vous étiez dans une pièce et... Assieds-toi sur la chaise, voilà, tiens, va te chercher ton verre d'eau, comme ça, tu n'auras pas besoin de te lever. Et puis, je devais demander si je pouvais me lever pour aller aux toilettes. Et puis, il fallait que j'écoute ce qu'il avait à dire
pour entendre sa version des faits, quand bien même elle était fausse, jusqu'à ce que j'ai admis mes erreurs et que je sois autorisée à demander pardon. Mais c'était sur quel sujet, par exemple? Tu as répondu à un commentaire sur les réseaux sociaux. Tu as quelqu'un. Tu as accepté d'aller à un salon pour ton livre. Donc, tu n'es pas bien avec moi? Il y a qui? Qui est la personne qui t'accompagne, etc., etc. Ça pendant des heures. Pendant des heures, jusqu'à ce que je dise pardon, jusqu'à ce que je dise que j'irai plus. C'est très difficile, quand on est dans le quotidien des violences, de qualifier la personne que l'on aime malgré tout, parce qu'elle n'est pas que ça, de prédateur ou de pervers, etc. Moi, ce que je dis aux victimes, c'est est-ce que c'est la peur qui conditionne ton comportement? Est-ce que par peur de la dispute, tu renonces à des rendez-vous, à un job, en fait, est-ce que la personne que tu devrais être n'est plus parce que tu as peur de la dispute? Vous, le contrôle, il prenait quelle forme, Maria? Alors moi, il n'avait pas besoin de ça parce que c'est moi qui lui envoyais des messages. C'était l'envers. C'est-à-dire, moi, j'étais pour que tout se passe bien. Et j'avais senti déjà qu'il fallait commencer à faire attention par des petits reproches. Donc, c'est moi qui devançais. C'est-à-dire que si j'étais chez le médecin, c'est moi qui envoyais le message. Je suis chez le médecin, j'ai 2 personnes devant moi. Donc, c'est moi déjà qui faisais. Il n'avait pas besoin de Vous ça. vous excusez par avance, C'est quelque ça. part. Je préparais le terrain pour que tout se passe bien. Moi, j'avais validé ça. l'emploi du temps avant. C'était Non. même une fois qu'il était validé que j'avais prévenu plusieurs semaines à l'avance que là, je voyais telle copine ou que là, j'avais telle réunion. Comme il vérifiait. Donc, c'était la peur qui vous faisait... C'était l'envie que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de vagues dans le lac. C'est la peur de la dispute. C'était cette peur. Et donc, on commence à trouver ces stratégies dans la tête par rapport à ce qu'on ressent. Et on met en place des petites choses comme ça pour que tout se passe bien. Que la journée se passe bien, qu'il n'y a pas de dispute, parce qu'on sent déjà qu'on marche sur les œufs. Je sentais déjà au début, dès qu'on s'est installés ensemble, que je marchais un petit peu sur les œufs. Du coup, psychologiquement, vous êtes, Sarah, vous disiez, moi j'étais épuisée. Et vous étiez comment? Pas tout au début, parce que moi, c'était moins fort qu'elle. Ça a été comme plus doucement, voilà, c'était plus lent, voilà. Moi, j'avais pas quelqu'un d'agressif, moi, j'avais quelqu'un de timide, de réservé, de discret. Et donc, du coup, j'avais du mal aussi à cerner quand il y avait des silences, par exemple. Les silences, c'est horrible, hein, quand ils ne vous parlent plus. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on y met. On ne sait pas ce qu'on a fait, en plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et si vous lui demandez, il peut me dire réfléchis. Mais j'ai beau réfléchir, je ne sais pas ce que j'ai fait dans ces soirées. Tout le monde a vu. C'est de la torture intellectuelle. Mais oui, c'est une torture. Hein. Il vous dit, il me disait, tout le monde a vu sauf toi. Et je fais le film dans ma tête de la soirée. J'étais sans bouger, j'ai fait tout ce qu'il fallait parce qu'il m'a reproché que je parlais trop. Après, il m'a reproché que je disais rien, que je rigolais trop fort. Vous voyez, c'était tous ces petits détails, vous savez, où je commençais à m'adapter à cette image qu'il décrivait. Je m'adaptais le plus possible. Mais ça rend fou. Mais ça rend fou, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, dans cette soirée, quand il me dit cherche, tout le monde a vu sauf toi, j'ai cherché. Et j'ai rien trouvé. Et au bout de 2-3 jours, on prend un café, c'était plus la même ambiance, parce qu'il y a le cercle de la violence. Tu veux un petit café, oui. Et là, je reviens, parce que moi, je veux corriger mes erreurs, je veux que quelque chose passe bien pour la prochaine fois, voilà. Et là, je reviens sur ça et je lui dis, écoute, par rapport à le soir, je n'ai pas trouvé ce que j'ai fait, si tu pouvais me dire. Et là, il m'a répondu, non, mais tu ne vas pas revenir maintenant, on est bien, qu'est-ce que tu gâches le moment? Donc il joue au yo-yo. En fait, je n'ai jamais su, mais je sais aujourd'hui que je n'ai rien fait. C'était juste pour me mettre dans l'état qu'il m'a mis. Et quand on est rentré à 2 h du matin, je n'ai pas dormi jusqu'à 5-6 h du matin. Voilà, c'est ça, c'est dans cet état intérieur qui vous met. Ouais. Mathieu Palin? Oui, je pense à en vous écoutant, je pensais à une jeune femme que j'ai rencontrée qui me disait, il en venait tellement à me demander si je trouvais beau les hommes croisés dans la rue que j'avais appris à les trouver moches. Tous sans exception, parce que j'allais chez le boulanger acheter une baguette, il me demandait, et alors tu l'as trouvé comment, et ses amis, enfin il y a eu une espèce de paranoïa, mais qui aussi est liée à quelque chose de réel et qu'on trouve même malheureusement dans même les féminicides, qui est la peur d'être abandonné. Pourquoi est-ce qu'autant de passages à l'acte ont lieu au moment justement où la conjointe fait le mouvement ou exprime le désir de s'en aller? Il y a cette peur viscérale quand même chez beaucoup de ces mecs de se retrouver seuls, avec cette peur que l'abandon serait l'équivalent d'une mort et que d'ailleurs on puisse vouloir la posséder totalement jusqu'à la tuer, ce qu'on voit d'ailleurs à un moment dans le film.
Mais oui, il y a aussi cette sensation de devenir dingue. Et d'ailleurs, j'ai assisté à des groupes de parole de victimes à la Maison des Femmes, et elles avaient cette phrase, elles disaient, j'ai l'impression qu'on est toutes sorties avec le même mec. Parce que, en effet, il y avait cette espèce de contrôle permanent qui finit par vous rendre fou, folle. C'est-à-dire qu'on n'est plus soi, on doit cocher les cases chaque jour sans savoir vraiment ce qu'il y a dans les cases. Violette, oui. Ouais, non, parce que je pense à ça, le fait que les femmes se voient comme folles, et c'est aussi que ces hommes ont beaucoup de visages, comme vous disiez au début, et donc leur entourage aussi parfois peuvent leur renvoyer que c'est impossible parce que c'est le mec le plus sympa de la bande, qu'il est hyper drôle, qu'il est hyper charismatique, et que la victime devient aussi de plus en plus fragile psychologiquement, normal, mais donc elle est aussi beaucoup plus facilement dénigrable, et donc tout le monde peut dire dans l'entourage, lui il est sympa, il fait des blagues, C'est toi qui tu pleures exagères. tout le temps, t'es chiante, tu ruines l'ambiance, etc. Donc en fait je pense que nous en tant qu'entourage et en tant que société, on est en miroir aussi parfois, et donc de dire en face j'ai un mec hyper sympa et à côté j'ai une femme hyper fragile, je fais pas le lien de manière évidente. Vous avez essayé d'en parler à votre papa à un moment donné, d'alerter, sans forcément trouver les mots. Vous avez essayé de lancer des Pour bouées. ça, il aurait fallu que je mette les mots de violence conjugale dessus. Pour tout vous dire, ça a pris des proportions quand même quand il m'a cassé la main et que j'avais mon bébé dans les bras. Et qu'il y a eu un témoin qui était ma femme de ménage, qui était aussi la femme de ménage de mon père, de mes parents. Et mon père est arrivé tout simplement pour me dire, cette fois, ça y est, il faut que tu parles, il y a un bébé, quoi. Et j'y suis quand même retournée. Éric Baruch, vous êtes dit, non mais là, il faut que j'intervienne parce que là, c'est plus possible. Comment dire, la main cassée, effectivement. D'abord, c'est la femme de ménage qui vient donc le lundi matin. Effectivement, on avait donc la même femme de ménage. Je vais voir ma fille, je vois que ma fille la main dans le plâtre. Bon, évidemment, ça m'a énormément ému. Voilà. Et donc, Sarah ne va toujours pas voulu porter plainte. Donc, j'ai fait appel à une amie qui était juge. J'ai demandé, écoute, je suis un peu dans la panade, Sarah ne veut pas porter plainte. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas la laisser comme ça. Alors, elle m'a dit, écoute, je vais t'aider. On va aller voir... je vais aller voir une amie qui est commissaire. On va faire un signalement. Ça a l'air de rien, ça vaut rien juridiquement, mais il y avait quelque chose qui était écrit avec un en-tête de la police, etc. Donc déjà, mon dossier, moi, il était ouvert déjà. Alors après, il a fallu convaincre Sarah d'aller porter plainte. Et cette juge m'a dit, écoute, je vais voir Sarah. Et elle a dit à Sarah, et c'est ce qui a fait basculer, à mon sens, Sarah, si tu ne portes pas plainte, tu perdras ton enfant. Parce que si un juge, si blesse ta fille, on te retirera ta fille à jamais. Tu ne reverras plus jamais sa fille. Et là, si vous voulez, Sarah, elle a commencé à s'ouvrir, elle a été portée plainte, et effectivement, elle a rencontré une policière qui était extraordinaire, voilà, et qui l'a aidée à constituer un vrai dossier. Ce que je veux dire, c'est que vous avez commencé à vous dire, il faut que j'agisse quand il y a eu de la violence physique, quand on est passé de la violence psychologique à la violence physique. J'ai jamais lâché. Avant, vous disiez, c'est pas ma vie, il faut que je respecte sa vie. Exactement. À 30 ans, elle avait un métier, elle travaillait sérieusement, elle était au taquet dans son boulot. C'était bien, quoi. C'est quand la petite est née, en fait. Et c'est arrivé assez de manière concomitante. Il faut savoir que 82% des femmes victimes de violences sont des mamans. Et que les violences commencent ou s'intensifient fortement à l'arrivée d'un bébé. Ce qui a été mon cas, parce que c'est mathématique, en fait. Quand on est totalement soumise, forcément, quand il y a un bébé qui arrive, qu'il faut lui faire à manger, etc., on n'a plus le temps de faire les mêmes bons petits plats, de ranger la maison comme il faut, etc. D'être aussi parfaite aux yeux de l'autre. D'être aussi parfaite, d'être aussi dévouée et d'avoir du temps. Et ça, c'était insupportable. Je voudrais qu'on reste un instant sur le rôle des proches, parce qu'on a vu que c'était pas simple. Hein. Qu'est-ce qui doit déjà alerter dans l'entourage quand on se dit il y a des dysfonctionnements? Anne-Clotilde Ziegler. Ce qui doit alerter, et en effet, Éric a raison, il faut y aller très doucement, c'est quand on voit la personne se faner, en fait. J'ai une patiente dont la mère lui a dit « Mais comment tu t'habilles? On dirait que tu es en demi-deuil. » Voilà, c'est quand la personne est moins présente, moins souriante, moins vivante, et quand elle met des barrières, quand il y a des choses dont elle ne veut pas parler. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de parler de tout, et c'est la table familiale. Mais quand même, quand on sent qu'on ne peut plus avancer au-delà, là, il faut commencer à être vigilant. Et la première chose à faire, c'est de ne rien faire, mais d'écouter. En fait, pour comprendre quoi faire,
il faut faire un parallèle avec les gens qui sont dans les sectes. Avec les gens qui sont dans les sectes, on n'attaque pas frontalement en disant t'es dans une secte. Déjà, on maintient le lien, on maintient le dialogue, on est là quand ça va pas. De temps en temps, on fait de minuscules commentaires non verbaux comme il a fait ça. Avec Ah une oui. moue et pour... Voilà, mais pas plus que ça. Et puis, voilà, on attend que la personne... Et c'est effroyable quand on est parent, quand on est proche de gens, c'est effroyable. Ouais. Mais on attend que la personne soit prête. Et puis, à un moment donné, un déclic se fait, c'est soit l'avenir soit l'avenir et la vie, la venue et l'avenir d'un enfant, soit une collègue dans un bureau qui dit pervers narcissique. Alors, ils regardent France 2 et ils se disent « Oh, merde !» Voilà. Violette, il y a des mots à ne pas dire quand on est proche, qu'on a des soupçons. C'est très difficile déjà, pour l'entourage aussi, et il faut le Bien dire. sûr. Nous, ce qu'on essaye de dire aux proches, c'est de ne pas ajouter d'injonctions aux injonctions. Parce que les injonctions, c'est la pierre angulaire des violences. Donc de dire tu dois faire ça, il faut que tu fasses ça, fais ça. Donc c'est toujours sur ce ton-là. Et quand l'entourage, de manière bienveillante, évidemment, avec une bonne intention, mais continue ses injonctions en disant il faut que tu le quittes, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu portes plainte, il faut que machin. En fait, parfois, pour les victimes, ça peut être très angoissant parce qu'on a l'impression d'avoir encore une injonction qu'on ne sait plus quoi faire entre ses parents et son conjoint qu'on aime, qui est peut-être le père de ses enfants, etc. L'autre chose à savoir pour l'entourage, c'est qu'il faut énormément de patience parce que, on l'a vu aujourd'hui, les violences sont un cycle et donc il peut arriver souvent que au moment, par exemple, suite à de l'emprise, il y ait un moment de violence physique et que ce soit à ce moment-là qu'une victime se dise « je peux plus rester, je veux partir ». Je demande à ma copine si je peux rester sur son canapé, j'appelle mes parents, etc. Sauf que comme ensuite il y a la phase lune de miel, eh bien, la victime peut ensuite dire « non, non, je rentre chez moi, Je reviens. je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que le père de mes enfants pouvait me faire du mal, j'y retourne ». Et ça peut arriver de nombreuses fois, comme ça a été votre cas. Et l'entourage, et ça on l'entend parfois, peut perdre patience aussi et dire bah, écoute, ça fait 6 fois que tu m'appelles pour avoir mon coin de canapé. En fait, au bout d'un moment, si tu continues à y retourner, soit tu portes plainte, soit tu arrêtes de nous emmerder avec tes histoires. Quoi. Et ça, on l'entend aussi. Et c'est humain comme réaction de se dire bah, en fait, moi, je t'accueille à chaque fois, j'écoute tes histoires. Mais c'est contre-productif. Mais c'est contre-productif parce qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est de l'écoute, c'est du cheminement et c'est des questions qui sont ouvertes et qui laissent la place à je comprends que tu l'aimes, je comprends que tu aies l'impression que c'est la seule personne pour toi. Mais voilà ce que moi je vois de cette situation. Quoi. Je pense que c'est plus Maria, utile. c'est ce que vous avez vécu, vous partir, revenir. Oui. Je suis partie une première fois une journée pour alerter, pour qu'ils voient qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et quand je suis rentrée, bah, c'est comme si j'avais absolument rien fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à manger, voilà. La vie normale, quoi. Et puis, une deuxième fois, je suis partie parce que là, j'allais vraiment de plus en plus mal et je sentais que ça n'allait pas du tout, quoi. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas à nommer la chose. Voilà, mais je savais que ce n'était pas normal ce que je vivais. Et dans l'état que je commençais à me sentir à l'intérieur, où je pleurais pour un oui, pour un non, où j'avais une tristesse, ma joie de vivre était partie, j'avais du mal à sourire, je me forçais dans l'entourage et d'être bien, tout ça, mais j'étais pas bien. Et quand je suis revenue, il avait une page A4 avec une liste des choses que je devais faire. Donc comme là, ça qu'il vous accueillait je au me retour. suis dit, c'est fini, soit je sors du rond-point là tout seul, on ne pourra pas sortir ensemble. On n'est pas du tout dans la même... sans savoir encore où j'étais, qu'est-ce qui m'arrivait. Mais je sentais que j'arrivais à la fin de quelque chose. Et comment vous avez réussi à dire bon, j'y reviendrai plus? Ben, en fait, c'est que j'étais voir un psy. J'avais déjà fait le voyage à 2 sous les palmiers au soleil pour discuter, ça n'a rien donné. J'étais encore plus embrouillée dans ma tête qu'avant de partir. J'avais déjà essayé des livres sur les crises d'écoute. J'avais déjà tout essayé. Bon, il me restait le psy. Donc j'étais voir un psy. Et quand j'étais le voir, au bout de 2-3 séances, par rapport à ce que et dans l'état que j'étais en pleurs toute la séance. Voilà, ça se voyait, j'étais en dépression, j'avais perdu mes kilos, j'étais vraiment à la fin du tout. Et il m'a dit, parce que c'était un monsieur qui... Il faisait beaucoup de métaphores, comme moi, j'aime bien ça aussi. Il m'a dit, vous avez une bernique sur le dos. Une bernique, c'est les petits chapeaux chinois sur la plage, sur les rochers. D'accord. Et il m'a dit, et la bernique fait croire au rocher que le rocher ne peut pas vivre sans la bernique. Et là, je me suis dit, je suis le rocher ou la bernique? Et il m'a dit, non, madame, vous êtes le rocher. Je suis le rocher? Oh, punaise, ça va changer alors. Et en fait, il m'a dit, ce jour-là, il m'a dit, madame, vous vivez avec un manipulateur. Et c'est vrai que là, je me suis dit, mais c'est moi qui ne va pas bien, c'est moi qui ai une dépression. Lui, il mange bien, il dort bien, il travaille bien.
Et il me parle de lui, mais lui, il va très bien. Mais en fait, il avait déjà mis le verre dans la pomme. Parce que le soir, j'ai juste tapé à l'Internet « manipulateur ». Et à partir de là, vous avez cheminé. Ah voilà. Et à partir de là, je l'ai vu. Je me suis vue, parce que c'est deux fonctionnements aussi qui sont un contrat. Je me suis vue de comment je fonctionnais pour être arrivée là, pourquoi je l'avais choisi. Et donc là, j'ai pu cheminer en étant avec lui. Ce qui n'est pas facile non plus, parce que là, à partir de là, j'ai vu quelqu'un d'autre. Je l'ai vu. J'ai vu tout le j'ai vu ma vie depuis le début avec lui et j'ai vu tout ce qu'il avait fait. Et là, je comprenais. Et du coup, c'est pas facile de rester sous le même toit avec cette personne que vous aimez encore, mais que vous venez de découvrir que c'est un acteur, voilà, de tout ce qu'on a vécu. Pendant 20 ans, finalement. Il vous a joué une comédie, sa comédie. Ouais. Pendant 20 ans. Mais vous avez réussi à vous en sortir comme vous, Sarah. Il a fallu vous reconstruire derrière ça. Faut encore. Ouais. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'avant-séparation, mais pour les 2 tiers des femmes qu'on accompagne dans notre association, le contrôle coercitif continue, surtout quand il y a des enfants. Et que, en plus, ils deviennent souvent les messagers entre les coparents. Et Donc il y a un chantage via l'enfant. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ces femmes et la reconstruction derrière, parce que vous avez parlé de dépendance. Ça veut dire qu'il faut se sevrer comme une addiction. Oui. Ouais. J'ai d'ailleurs, moi, créé ce qui fonctionne dans mon association, une sorte d'alcoolique anonyme, mais pour les victimes de violences conjugales. Parce que c'est toujours une question de faille, en fait. Mais même le vocabulaire est sensiblement le même. C'est-à-dire qu'on a des victimes qui sont parties et qui disent « moi, j'ai peur de le recroiser et de replonger ». On a l'impression qu'elles nous parlent d'une bouteille d'alcool, elles nous parlent du père de leurs enfants. C'est ce que vous constatez, vous aussi, à la Maison des Femmes, cette forme d'addiction. Il faut travailler sur la dépendance. Oui, alors après, il y a aussi un principe qu'avec les violences psychologiques et physiques viennent aussi beaucoup de violences économiques. Et que l'emprise financière que peut avoir un homme violent sur sa femme est aussi... il ne faut pas le minimiser, et que ça fait que beaucoup de victimes restent aussi parce qu'elles sont isolées, donc elles n'ont plus de lien social pour pouvoir s'en sortir et qu'elles n'ont pas de moyens financiers. En tout cas, nous, dans certaines de nos maisons des femmes, c'est la patientèle qu'on voit et qui aussi ne peuvent pas, en fait, qui se disent entre la rue et mon conjoint violent, et ben je choisis mon conjoint violent, et c'est terrible. Mais donc la dépendance financière est aussi très importante, en tout cas dans les femmes. Elle vient accentuer la dépendance psychologique. Donc la difficulté aussi de pouvoir partir ou pas. Comment on les aide à se reconstruire? Parce qu'il y a aussi des séquelles physiques, hein, parce que ne pas dormir, être épuisé, ça a aussi des conséquences physiques. La première chose, et on le voit dans le film, et j'ai trouvé que c'était bien, c'est que les soignants et les médecins sont vraiment aux premières loges d'accueillir les femmes victimes de violences. Toutes les femmes n'iront pas forcément porter plainte, toutes les femmes n'iront pas forcément dans des associations dédiées, mais toutes les femmes se retrouveront vraisemblablement une fois dans leur vie face à soit un médecin généraliste, une sage-femme, n'importe quel soignant, d'autant plus qu'on connaît les conséquences des violences sur la santé. Et donc il est essentiel que les soignants soient formés au dépistage des violences, à poser la question de manière systématique, comme quand on dit « est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez ?» qu'on suive par « est-ce que vous avez subi quelque chose de traumatique ou est-ce que vous êtes victime de violence ?» Peut-être que la patiente ne dira rien, mais au moins ça normalise le fait de poser la question et d'en faire un problème de santé. C'était le constat quand Rada Hatem, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes, a voulu créer cette structure, donc une unité hospitalière située dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis et qui prend en charge les femmes victimes de violences par le biais de la santé d'ailleurs. Donc elles sont accueillies par un soignant, une sage-femme ou un médecin qui décide avec elle de son parcours de soins, donc un peu comme quand on est diagnostiqué par une maladie cardiovasculaire, un cancer, etc., où le soignant décide avec la patiente de son parcours de soins, donc son protocole. C'est une prise en charge globale, finalement. Voilà. Et donc ça va être de dire, en fonction de si votre violence, c'est de l'inceste dans l'enfance, des violences conjugales actuelles, un viol que vous avez subi il y a quelque temps, on va vous proposer de voir le psychiatre, la psychologue, la sage-femme, l'assistante sociale, le policier. Elles peuvent porter plainte sur place dans les maisons des femmes, ce qui est très pratique. Et au lieu que la femme aille chercher ses services partout là où elle vit, c'est les services qui viennent à elle, donc ça rapproche ce suivi et ça remet, et ça j'insiste, les violences au cœur de la santé et du médical, et donc de dire si on traite de toutes les maladies dans un hôpital, il faut aussi pouvoir traiter des violences. Mathieu Palin, vous avez suivi des femmes sur la durée aussi. Comment elles se reconstruisent? Elles ont besoin de quoi?
De prendre conscience déjà de ce qu'elles ont traversé et pour être aussi parfois capable de poser un regard sur leur propre vie amoureuse aussi. Et j'en ai rencontré quand même pas mal qui s'interrogeaient, parfois d'ailleurs plus que les hommes violents condamnés qui, eux, refusaient de s'interroger sur leur propre violence, pour se dire, est-ce que c'est dû au hasard ce qui m'est arrivé, ou est-ce que si j'analyse un peu tous les mecs avec lesquels je suis sorti, mes précédents couples, est-ce qu'il n'y avait pas des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il n'y avait pas cette faille dont parle Sarah, peut-être qui m'amène à rencontrer ces hommes, qui fait que quand on se rencontre, quand on se met en couple, on parle d'atomes crochus, on parle de centres d'intérêt. Il y a peut-être là aussi des traumatismes qui viennent se rencontrer quand les couples se forment. Et ça fait partie du soin aussi que d'être capable de comprendre ce qui nous est arrivé pour que ça n'arrive pas à nouveau. Mais c'est vrai que ça prend du temps, et ça prend du temps pour les deux. Ça prend du temps pour les auteurs de violences et ça prend du temps pour les victimes de violences. Est-ce qu'il y a entre guillemets, des profils de victimes plus vulnérables? Est-ce que justement, quand on dit qu'on rentre dans les failles, vous avez compris, vous, à un moment donné, à quel moment de votre vie vous étiez pour qu'ils viennent jeter son dévolu? Moi, je me rends compte au quotidien que la plupart des victimes qui viennent vers nous, elles ont subi d'autres formes de violence avant ça. Ce qui fait que, ce qui m'est arrivé, c'est déjà ça. Hein. J'ai vécu une très grave agression sexuelle, pour ne pas dire un viol, et du coup, je pensais ne rien valoir, etc. Mais la plupart, c'est ça. Mais ça peut être d'autres choses. Là, il y a une jeune femme qui me parlait qu'elle avait été maltraitée par son patron. Elle avait subi un harcèlement au travail et que du coup, ça l'avait énormément fragilisée. En fait, ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver dans une relation toxique, mais pas n'importe quand. C'est un moment où on a l'impression que l'autre va nous sauver, qu'on existe à travers son regard, que enfin on vaut quelque chose et surtout qu'on est utile. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'allais le sauver, lui aussi, de ses souffrances, de son mal-être. Et il n'y a pas de raison d'être et d'exister. Il n'y a pas de victime sans bourreau, il n'y a pas de bourreau sans victime, en fait. Ça marche ensemble. Et vouloir sauver quelqu'un, c'est ça qui nous piège, en fait. On nous vend le romantisme, l'amour comme quelque chose de passionnel où on va se sauver, alors qu'il faudrait chercher l'harmonie, où on n'a pas besoin de l'autre, on a juste envie d'être avec. Et vous, Maria? C'est comme si on n'est pas... La société fait aussi que si on n'est pas un couple, on n'est pas complète. Il manque quelque chose. Alors que là, actuellement, je suis tout seul. Et Dieu sait si je suis complète, archi complète. Je suis super heureuse. Je découvre une liberté que je n'ai pas connue, d'aller, venir, de choisir. Et je vis dans une bulle que je me suis créée moi-même. Ma vie, je me la crée moi-même par des choix que je fais. Et ça, c'était une libération. Mais après transformation, c'est pas comme ça tout de suite. Mais après, là, une fois qu'on découvre ça, là, je suis au paradis. Là, je suis avec mon paradis que j'ai créé moi-même. Alors, on a vu la difficulté pour les personnes qui sont victimes de violences psychologiques de raconter leur histoire. Aujourd'hui, ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation, en parler. Ça passe par quoi pour aujourd'hui alerter? Poser la question. Dans le film, à un moment donné, il y a un soignant qui dit « si vous ne parlez pas, on ne pourra pas vous aider ». Cette phrase, elle m'énerve parce que... posons la question, mettons des mots quand on détecte une situation. Alors, il faut être formé pour savoir comment poser la question, parce que c'est pas facile quand on est policier, pompier, soignant. C'est pas facile, ça n'est pas inné de savoir parler de ces choses. Mais il faut qu'on apprenne à mettre des mots en disant « ce que vous me racontez, ça s'apparente à des violences. Est-ce que vous... » 3 petits points et dérouler. Et si on ne pose pas la question, on ne peut pas en vouloir aux femmes de ne pas parler. C'est le seul... En tout cas, les violences psychologiques sont bien des violences. Ce sont effectivement des violences. Et le dire très clairement. Et le dire très clairement. Et le mettre sur le même niveau que tout autre type de violence. Et ensuite, l'autre chose dont vous parlez qui est très importante, effectivement, c'est la prévention. C'est ce qu'on appelle l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, l'EVARS, qui normalement doit être imposée 3 fois par an de la maternelle à la terminale, ce qui n'est absolument pas le cas dans les écoles aujourd'hui en France. Et c'est vraiment au détriment de la société adulte ensuite qu'on construit, puisque ça fait des enfants qui ne sont pas détectés comme victimes de violences, et ça fait des sujets dont on n'aborde pas le consentement. Est-ce que être jaloux, c'est une preuve d'amour ou pas? Est-ce que c'est du contrôle? Enfin, des sujets que les jeunes et les enfants veulent aborder, mais comme ils n'ont personne à qui poser la question, il n'y a pas d'espace pour le faire. Il n'y a pas d'espace pour le faire, et donc ils se tournent vers Internet, et c'est un désastre. Ouais, mettre des mots, pour vous, c'est déjà l'essentiel, après avoir enquêté auprès de ces hommes violents,
Parce que souvent, il y a le déni. La violence psychologique, c'est pas une violence pour eux. Oui, mais parce que tous, collectivement, on a depuis très longtemps pensé que la violence conjugale, c'était une femme avec un œil au beurre noir. Et donc, j'ai aussi rencontré beaucoup de victimes qui refusent de se déclarer comme victimes parce qu'elles ne rentrent pas dans cette case-là. Il y a eu cette expression de femme battue qu'on a utilisée et qu'on utilise heureusement un peu moins, mais dans laquelle vous vous dites, si je ne suis pas battue, alors je n'ai pas à me plaindre. Et eux, à l'inverse, considèrent que tout va bien dans leur couple, puisqu'ils n'ont pas cassé de bras et leur femme... Donc elle avait mettre des mots sur les violences, dans tout le spectre des violences. Et même mettre des mots ensuite dans un suivi psy, parce que on sait bien que les hommes ont beaucoup de mal à se faire suivre et à accepter de parler, mais ça commence aussi par là, d'aller mieux et de ne pas récidiver, c'est d'être capable de comprendre un peu par quoi on est passé. Le mot de la fin aussi, Anne-Clotilde Ziegler, c'est mettre des mots, c'est oui. déjà... Oui, la première, ce qui va enclencher tout le reste de ce qui a été dit et qui est fort juste, c'est la prise de conscience et c'est le fait de mettre des mots et c'est le fait de pouvoir enfin nommer la violence comme violente, y compris quand c'est de la violence psychologique qui laisse des traces épouvantables. Sarah, en quelques mots. Je dirais que, Mot de la fin. effectivement, rappeler que autre chose est possible que la peur au quotidien. Dire aussi que si la question c'est la culpabilité, parce qu'aucune femme victime de violence n'a l'impression de quitter son compagnon, elle a l'impression de l'abandonner. Que la meilleure manière de le sauver, c'est pas de rester. Le meilleur service que vous pouvez lui rendre, c'est de partir, parce que là, actuellement, vous êtes son doudou, qu'il jette quand il n'est pas content et qui serre trop fort quand il a de la peine. Eh ben, un adulte, il n'est pas censé avoir un doudou. Donc, même si c'est que pour lui, il faut partir. Merci à tous les six. Je rappelle votre livre, Anne-Clotilde Ziegler, Qu'est-ce que l'emprise, violence psychologique, physique et sexuelle dans la famille, le couple et au travail. Violette Perrotte, on rappelle le site de la Maison des Femmes qui va s'inscrire. 31 établissements en France et la porte, bien sûr, est toujours ouverte aux femmes. Mathieu Palin, Nos pères, nos frères, nos amis, paru aux arènes, disponible en poche dans la collection Proche pour comprendre ce qui se passe dans la tête des hommes violents. Sarah Baruch, je cite votre association qui va s'inscrire, 125 et après, et puis ce livre, 125 et des milliers, qui raconte 125 femmes mortes de féminicide, autant de drames qui nous interrogent collectivement. D'ailleurs, restez avec nous, un documentaire sur le récit d'un féminicide. La mort de Julie Douillib en Corse en 2019 avait suscité beaucoup d'émotions et déclenché le Grenelle sur les violences faites aux femmes. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.